Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation de la culture produit au service du client, présentée par Nicolas Mercier, notre excellent Nicolas Mercier. Soyez à l'aise de poser des questions sur la partie chat, là. On va prendre les questions au fur et à mesure pour les transmettre à Nicolas si besoin. Mais si jamais, Nick, est-ce qu'ils peuvent t'interrompre au fur et à mesure s'ils ont des questions? Oui, absolument, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'on va gérer, mettons, je vais essayer de gérer le trafic si je vois qu'il y a des questions que je peux répondre un peu plus tard. Puis, fait que oui, il n'y a pas d'enjeu. C'est ça. Donc, minimalement, tout le monde mettrait son micro sur mute, là. La caméra, vous pouvez la mettre ou pas, c'est à votre guise. Ça se veut convivial, donc n'hésitez pas à poser de bonnes questions. Toutes les questions sont bonnes, je veux dire. Donc, Nick, moi ou Valérie seront là pour vous aider au maximum. Il y aura, dans la partie conversation, il y aura un petit juste sondage au début pour savoir quel est votre background. Est-ce que vous êtes un développeur, un gestionnaire? Donc, s'il vous plaît, y répondre. Ça permettrait de savoir et d'améliorer nos prochaines interactions. Et à la fin, il y aura aussi, pareil, un dernier sondage sur le retour sur le ROTI, un ROTI comme pour ceux qui connaissent, Return on Time Invested, donc un retour sur votre temps investi. Donc, d'avance, merci de répondre à ces sondages. Ils sont rapides, c'est juste clic, deux clics et c'est fait. Donc, j'ai assez parlé. Je laisserai la place à notre cher Nick et je disparais devant vous. Merci, merci HM. Merci pour de m'affubler de l'excellent Nick. Je ne sais pas si je suis à la hauteur, mais bref, c'est gentil. Donc, juste me confirmer, vous voyez la première slide, là, la slide de garde, écrit la culture produit au service du client. Oui. Oui, parfait. Super. C'est bien. Donc, vous aurez compris que je suis, Nicolas Mercier. Je travaille bien sûr pour CGI en tant que directeur conseil en livraison de services. C'est un de mes chapeaux. Mon autre chapeau, c'est coach agile ou accompagnateur agile. Ce que je fais au quotidien, qu'est-ce que ça fait, ça, un directeur conseil en livraison de services? Je suis en mandat sur le terrain. Donc, je suis vraiment quelqu'un en mode livraison. Donc, je suis, de par mon rôle de coach agile, je suis dans des mandats de transformation agile. Je travaille avec une équipe de coach agile. Puis, donc, j'ai vu ça au jour le jour. C'est pour ça que j'ai choisi de vous parler d'un sujet relié à l'agilité, à la transformation organisationnelle, à la performance organisationnelle, qui est la culture produit. Je vais essayer, mon pattern est je suis quelqu'un d'assez simple. Hein. Vous allez voir, je parle en images. Il n'y aura pas beaucoup de texte dans mes trucs. J'aime bien partir du pourquoi, hein, pourquoi on est là, pourquoi on parle de ce sujet-là, pourquoi ça existe, ce truc-là, de la culture produit. Puis on va voir qu'est-ce que c'est exactement. J'essaie de vous expliquer dans des mots simples ce que c'est ce truc-là, parce que ça peut être parfois un peu complexe. Fait qu'on va regarder tout ça ensemble. J'ai pas besoin de vous dire qu'on est en mode virtuel actuellement, donc il y a assurément une partie de moi qui souffre grandement de ne pas vous voir, de ne pas pouvoir interagir plus efficacement avec vous. Puis comme HM l'a dit, si vous avez des questions, si vous avez le goût d'intervenir, vous pouvez utiliser la conversation pour écrire quelque chose. Ou vous pouvez ouvrir votre micro. C'est sûr qu'on va essayer de gérer les micros. Des fois, ça peut faire des petits problèmes techno, mais bref, je ne veux pas vous empêcher bien loin de moi, vous empêcher de pouvoir interagir. Au contraire, j'aimerais bien qu'on puisse le faire. Puis aussi, vous pouvez vous imaginer qu'en ce moment, je suis vraiment bien habillé, j'ai une belle chemise très propre et tout ça, je suis très présentable. Imaginez-vous que je suis digne d'un directeur conseil. Donc, on va commencer. J'activerai pas ma caméra, vous aurez compris ce truc. Non, mais honnêtement, je suis bien habillé quand même. Donc, ça part de où ce truc-là? On va partir de ce petit nuage-là qui s'appelle le VICA.
Pour ceux qui sont familiers ou un peu moins familiers avec qu'est-ce que c'est que le VICA, on va prendre quelques instants pour en parler. Le VICA, ça décrit un peu l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Puis je pense que c'est sûr que c'est très contextuel, là, toute la situation du COVID, puis du confinement, puis tout ça. Ça n'arrivera pas, j'espère que ça n'arrivera pas trop fréquemment, mais c'est un bel exemple de disruption, de volatilité, d'incertitude, de complexité. Vous en parlerez, mettons, si vous croisez votre premier ministre sur la rue. Vous lui parlerez du VICA, puis vous lui demanderez ce que tu te sens, M. Legault, dans un environnement volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, c'est un acronyme qui décrit le monde dans lequel on vit. Plus concrètement, dans les organisations, bien, on est dans des environnements comme ça. On va le décrire un peu rapidement. La volatilité, c'est quoi? C'est des changements disruptifs et imprévisibles, tant dans leur échelle que dans leur vitesse. Donc, on est dans des environnements où on doit livrer de la valeur, on doit répondre à des besoins clients, mais on vit des changements qui sont très disruptifs et imprévisibles. Surtout, à notre époque, à nous, c'est fortement de la techno qui nous rend cette volatilité-là. On vit de l'incertitude aussi. Donc, on a peu d'informations quand il est temps de prendre des décisions complexes. Un de mes anciens présidents canadiens chez CGI nous a dit à certains moments, tu dois prendre ta décision là, quand tu as à peu près entre 25 et 75 % de l'information. Si tu prends ta décision en bas de 25 %, tu prends probablement trop de risques, des énormes risques parce que tu n'as pas assez d'informations pour prendre ta décision. Puis si tu prends ta décision en haut de 75 %, ben, tu vas te faire battre de vitesse parce que quelqu'un d'autre aura pris une décision plus rapidement. Et donc, souvent, on a peu d'informations pour prendre nos décisions. Puis parfois, c'est des décisions complexes. Parlant de complexité, on a de la complexité, on est en présence de plusieurs composantes interdépendantes. Donc, quand on veut agir sur un morceau, on sait que ça va toucher autre chose et des fois, ça devient difficile de mesurer un peu les impacts de ce qu'on va faire, de ce qui va bouger. Et donc, il y a une complexité qui vient s'ajouter à ça. Puis la dernière partie, c'est l'ambiguïté. Donc, l'information qui peut être interprétée de plusieurs manières différentes. Donc, ça, très souvent, quand on est en discussion, mettons, avec des clients, qu'on parle de besoins, qu'on parle de perception, on peut les interpréter de différentes manières, différentes, très, très bien formulées comme phrase. Mais bref, donc ça, c'est de l'ambiguïté. Donc, ces 4 petits trucs-là sont au quotidien dans nous. Donc, on ne peut pas vraiment éliminer cet environnement-là. Il est là, il existe, puis il faut vivre avec. Et donc, il y a des moyens qu'on peut mettre en œuvre pour se prévenir comme ça. Puis, à quelque part, au tournant des années 2000, un peu avant les années 2000, puis un peu plus après dans les années 2000, ben dans le domaine du développement logiciel, principalement, on a réfléchi à des nouvelles façons de livrer des projets, des nouvelles façons de livrer la valeur à nos clients. Parce qu'on a reconnu qu'on était dans des environnements VICA, des environnements complexes, des environnements difficiles à saisir. Puis, il fallait faire les choses autrement pour arriver à livrer des choses. Donc, c'est là qu'a émergé l'agilité, XP, Scrum, puis d'autres méthodes qui ont émergé à gauche et à droite. Ça a été beaucoup dans la tête de plusieurs individus qui se sont rassemblés à un certain moment ensemble au début des années 2000 pour créer le manifeste agile. Puis les gars de Scrum étaient déjà un peu dans ce mindset-là avec leur petit cadre léger et efficace. Et donc, on a agi beaucoup sur la partie livraison dans le développement logiciel. On était vraiment sur le terrain. Puis on s'est rendu compte à travers les années, puis on le vit un peu plus maintenant parce qu'on se met à parler d'agilité à l'échelle, d'agilité organisationnelle, que ces optimisations-là, quoique très efficaces, touchaient juste une partie de la chaîne de valeur. Quand on essaie comme organisation de répondre à des besoins, on passe à travers tout un ensemble d'étapes et d'un réseau d'étapes. Puis l'agilité, dans la forme un peu plus équipe, touchait sûrement une partie de ça. Donc, on se posait la question, puis on se la pose encore beaucoup. Puis je pense que les organisations qui ont fait le shift sur cette réflexion-là, puis d'autres qui sont encore en train de le réaliser, c'est est-ce qu'on améliore vraiment notre performance
bout en bout. Quand on dit performance organisationnelle, on ne regarde pas juste le bout livraison. Donc, il y a quelque chose dans notre approche d'agilité qui manquait. Mes collègues de CGI aux États-Unis ont pondu un super beau billet de blog. J'ai mis le lien en bas il n'y a pas très longtemps. Puis ils regardaient un peu l'aspect des transformations agiles, puis les conclusions qu'ils en ont tirées sur les nombreuses transformations sur lesquelles ils ont eu à participer. Puis j'ai sorti 4 petits constats. Puis on va les regarder ensemble rapidement. Il disait, au-delà des évangélistes, nous, là, les fameux coachs agiles, puis des équipes pilotes, hein, quand on arrive dans une organisation qui passe à l'agilité, on dit, oh, on va partir un pilote. Donc ces équipes-là sont en full mode agile, puis sont très, très différentes du reste de l'organisation. Ben, au-delà de ces gens-là, l'agilité demeure quand même un mystère dans l'organisation. Quand on parle aux lignes d'affaires, quand on parle aux équipes, des fois d'infrastructure ou des équipes de gouvernance, on dit, ben, l'agilité, ça, c'est un truc d'équipe de développement. Pour nous, soit ça ne s'applique pas à nous, ou on ne voit pas trop comment ça s'applique à nous, ou on ne comprend pas trop c'est quoi cette patente-là. Deuxième constat qu'ils avaient fait, c'est l'agilité n'est pas pratiquée à travers l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, elle était très localisée, un peu comme la slide, dans 2 slides précédentes, ce qu'on voyait, là, on était très localisé sur un bout de la chaîne de valeur. Puis, malheureusement, bien souvent, quand on le regarde d'un bout à l'autre, l'optimisation la plus efficace n'est pas nécessairement toujours dans le bout de livraison. Quand on fait une optimisation très locale, puis on ne prend pas la bonne, ben, les gains ne suivent pas tant que ça. On ne s'attaque pas tant à la chaîne de valeur complète. Les efforts deviennent diffus parce que l'agilité est appliquée que partiellement, parce que n'est pas bien compris par tout le monde, parce que les différents morceaux de l'organisation ne saisissent pas la valeur ajoutée d'avoir un vernis agile ou un filtre agile sur ce qu'ils font. Ben, les efforts sont un peu vains parfois. Puis le dernier, c'est l'engagement est moindre lorsque la mise à l'échelle se complique. Donc, c'est sûr que quand on veut mettre à l'échelle un projet pilote, quelque chose qui a bien fonctionné dans un petit coin, puis on essaie de vous dire comment on peut appliquer ça au reste de l'organisation, bien, des fois, ça peut se compliquer parce que ça amène des douleurs, puis ça confronte d'autres préceptes, puis on a d'autres modèles, d'autres façons de penser. Fait que des fois, ça peut devenir compliqué, puis l'engagement va tranquillement se dissoudre. Et puis pourquoi on n'arrive pas à faire du bout en bout, pourquoi on n'arrive pas à appliquer ça partout dans l'organisation? J'ai repris une slide d'une présentation des gars de Project to Product. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le livre de Mick Kirsten, Project to Product, qui parle de les 2 solitudes. Je pense que si vous êtes en TI, puis vous êtes dans des organisations, vous les connaissez bien, ces 2 solitudes-là. Il y en a les gens d'affaires d'un côté, puis les gens de TI de l'autre, qui ont un lien très traditionnellement très client-fournisseur et pas très partenaire. Donc, ils ont une perspective différente sur ce qu'on doit accomplir dans l'organisation. Je ne vais pas aller trop loin dans cette explication-là parce que je vais la ramener plus tard. C'est un truc que je fais, moi, c'est de l'économie. J'ai une slide, puis je vais la réutiliser plus tard, ça sauve de l'argent. Donc, je vais pas aller plus loin, mais je vais juste garder en tête qu'on a 2 solitudes, puis on a des perspectives un peu différentes d'une même chose. On va essayer de voir comment ça. Puis comment on pourrait arriver à partager la même perspective. Tu sais, je disais, comment on peut être des partenaires et non pas un client-fournisseur. Comment on peut être des partenaires, ça serait de partager la même perspective, d'avoir la même vue sur ce qu'on doit faire. Puis c'est quoi la seule perspective, je pense, qu'on devrait avoir dans une organisation. Puis là, si on serait dans une salle, je pourrais poser la question, vous pourriez lever la main, mais mettons que je vais vous donner la réponse. Ben, c'est celle du client. Il y en a une seule perspective qui devrait nous guider. Bon, vous pouvez argumenter, puis même chez CGI, nous, on en a 3 perspectives, là, mais on peut argumenter avec les actionnaires, ont probablement une perspective qu'il faut tenir en compte, puis les gens dans l'organisation aussi. Oui, mais ultimement, c'est les clients, en bout de ligne, qui devraient être au centre de notre préoccupation. Fait que je vais vous proposer un peu une petite vue sur comment on peut mettre au centre des clients. Fait qu'en premier, il faut avoir la perspective du client, savoir c'est qui notre client.
puis mettre des efforts dans notre organisation, entourer ces clients-là d'une couche de gens, de talents, de processus, de façon de faire pour comprendre les clients et comprendre leurs besoins. Je vois mes collègues, mes gentils collègues d'expérience client qui sont parmi nous, qui comprennent leur job à eux, c'est ça, c'est de comprendre leurs clients puis comprendre l'expérience que ces clients-là ont avec nos produits, nos services, notre organisation, la façon qu'on interagit avec eux. Fait qu'une partie de l'organisation doit comprendre ces clients. La deuxième couche au-dessus, une fois qu'on a compris, on va pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, on comprend leurs besoins, on comprend qui ils sont, comment ils vivent leur interaction avec nous. Maintenant, on va avoir une autre couche de l'organisation qui, elle, est dédiée à répondre à des besoins par des services et des produits adaptés. Donc, souvent, on est beaucoup dans de l'opérationnel. On est en lien direct avec des clients, on est dans un centre d'appel, on est dans du service à la clientèle, on est dans un comptoir client. Il y a des gens qui sont là pour être en service devant nos clientèles. Puis la dernière partie, c'est la partie que j'appelle adapter et améliorer. Donc, il y a des gens que eux, leur truc, c'est d'adapter, d'améliorer les façons de faire l'organisation, les produits, les services et les structures, la culture et les compétences. Donc, il faut que dans une organisation, on ait un heureux mélange de tout ça en gardant au cœur de ce qu'on fait nos clients. C'est un peu, mettons qu'on placerait un peu la philosophie derrière ce que c'est qu'une culture de produit, là, ça pourrait se résumer par ça. Si on regarde, mettons, la structure d'une organisation, puis là, mes copains vont surveiller le chat là, en ce moment parce que j'essaie de le surveiller, puis c'est pas super efficace mon affaire. Fait que HM et Valérie, s'il y a des questions, des trucs, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Si on regarde la structure d'une organisation un peu plus traditionnelle, bien, très souvent, mettons, je ne veux pas casser du sucre là, sur la fonction publique, mais souvent, quand j'arrive à quelque part dans la fonction publique, c'est très, on reconnaît les modes traditionnels de monter une structure hiérarchique. Donc, dans une organisation traditionnelle, on va découper les fonctions de l'organisation en silos. On va dire, vous vous occupez du service à la clientèle, vous vous occupez d'améliorer ce qu'on fait, vous faites les genres de projets, etc. Donc, chacun a son bout là-dedans. Puis, si on met d'un côté, à votre gauche, vous avez, c'est la petite bulle des clients qui interagissent avec l'organisation à travers des produits, des services, des gens. Puis, lorsqu'on veut améliorer, changer des choses, répondre à des besoins, répondre à des problématiques, bien, des fois, ça peut être quand même simple à faire parce qu'on est parfaitement aligné dans l'organisation à travers les silos. On est tous alignés sur ce qu'on doit faire. On doit juste partager des priorités, créer de l'arrimage, de la coordination. Ça se gère. Mais la plupart du temps, puis surtout aujourd'hui, puis surtout avec la disruption digitale que j'appellerais le bouleversement techno, c'est plus complexe que juste être en lien, puis se coordonner, puis s'assurer qu'on est aligné pour répondre. Puis à travers l'organisation, ça peut donner ça. Puis en bout de ligne, qui paye pour ça? Ben, c'est souvent, même tout le temps, le client en bout de ligne, qui en souffre de ça. Puis souvent, on va exposer cette complexité-là à notre client. Puis on va lui demander, lui, de contacter tel département, puis envoyer tel formulaire à tel autre département, signer ça. Puis là, au lieu de lui simplifier la vie, puis donner un point d'entrée, puis aligner notre organisation sur lui simplifier la vie. Fait qu'en mode produit, on va essayer de prendre les 3 couches que j'ai mis, c'est de les aligner sur soit un produit, un service ou un groupe de produits ou de services connexes qui sont en lien, puis de mettre à l'intérieur de ces espèces de regroupements-là toutes les compétences, les personnes, les ressources nécessaires, puis investir notre argent en fonction de ce qui est aligné sur nos clientèles, nos produits, nos services. Quand on parle de mode produit, on le met souvent en dichotomie avec le mode service, le mode projet, pardon. Donc, quand on dit on va vers le mode produit, c'est qu'on part du mode projet, on lâche ça, puis on s'en va vers le mode produit. Fait qu'on va regarder un peu qu'est-ce qui nous amène à faire ça, c'est quoi le problème avec le mode projet. Puis là, je veux juste faire un disclaimer, là, je crois que c'est important de faire des projets, puis ça peut avoir sa place. Mais dans certains contextes, c'est peut-être moins adapté. Puis on va regarder un peu c'est quoi les problèmes qu'il y a avec le mode projet.
Fait que, mettons, je vous raconte une histoire. J'ai un projet dans mon organisation. J'ai monté une équipe, j'ai monté ma structure de gouvernance, j'ai rassemblé des objectifs pour vendre l'idée à mon organisation d'investir de l'argent dans ce projet-là. Puis, je bâtis un carnet de produits parce que je suis en projet, mais je suis quand même un peu agile. Puis, je mets quelqu'un en charge de ce carnet de produits-là. Le carnet de produits, c'est des priorités pour répondre à des besoins reliés à ce que je vais accomplir. Donc, je me montre cette structure-là, puis je mets ça en place. Donc, c'est un nouveau projet, c'est le fun, c'est des nouvelles choses qu'on est en train de faire. Mais dans une organisation qui a un vécu, ben, on bâtit sur souvent, oui, des nouvelles choses, mais on bâtit sur des choses qui existent. Fait que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des gens qui, eux, sont leur job, dans leur fonction à eux, c'est de faire de l'entretien évolution des trucs qui existent. Hein. On a fait des projets avant, puis maintenant on a des choses qui roulent et qui existent, ben, on va les entretenir puis les faire évoluer. Puis souvent, ben, TI, on parle, c'est des systèmes. Fait qu'il y a des gens qui ont hérité d'un système puis qui font l'entretien et l'évolution de ce système-là. Puis quand on fait des projets, ben, on a besoin de ces gens-là parce que ben, il faut leur demander de faire de l'entretien, de faire des améliorations puis de l'évolution en lien avec ce que nous, on essaie d'accomplir avec notre projet. Fait que dans les projets, on se dote de structures aussi de coordination. Juste pour dire, ben, je fais un projet, j'ai des parties prenantes et des contributeurs, ben, je me mets une structure de coordination. Fait qu'on voit que ça prend de l'investissement, du temps, de l'énergie pour faire un projet. Mais dans une organisation, c'est très rare qu'on va avoir un seul projet. On va en avoir plusieurs. Mettons, on a le projet B. Le projet B, ben, il y a son équipe, il y a sa structure de gouvernance, il y a monté ses objectifs, d'aller chercher son petit bas de laine aussi, avec son argent, puis c'est bâti son carnet avec ses priorités, puis il y a sa structure de coordination, bien souvent branchée sur les mêmes équipes. Fait que là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit deux projets qui sont fort probablement en compétition l'un avec l'autre parce qu'on a des gens, un nombre de personnes limité, puis on a des ressources limitées. Donc, on doit se partager ça. Puis même dans les équipes, probablement qu'il y a les mêmes personnes des fois qui se retrouvent. Fait que on a une petite notion de compétition sur ce qu'on doit faire. Puis, à quelque part, il y a une couche aussi de l'organisation, plutôt au niveau techno, qui est en mode service. C'est des trucs qui ne sont pas un projet, mais qui sont des services horizontaux dont tout le monde a besoin, comme des bases de données, de la sécurité, des plateformes, de l'infrastructure. Puis ces gens-là sont en mode service, donc ils rendent des services directs à des projets et des équipes d'entretien. Puis ce que ça fait sur eux, c'est que ben, quand on est en compétition et qu'on doit atteindre des dates puis respecter des échéanciers, ben, on met de la pression sur ces gens-là en mode service. Ça fait que ça crée comme un beau mélange de compétition à l'intérieur de l'organisation. On doit garder tout ce monde-là aligné. On doit s'assurer que nos plans tiennent la route puis qu'on ne se nuit pas l'un l'autre. Ça peut créer de la difficulté. J'ai d'autres slides qui s'en viennent, puis là, quand je les ai mis, je me suis dit, ben, je vais mettre un disclaimer juste pour préparer les gens. C'est pas si pire, là, ce que je vais vous montrer, mais je voulais quand même vous mettre un petit message du promoteur. Fait que je voulais juste vous dire le contenu de la prochaine diapo, peut-être les deux prochaines, ça pourrait vous choquer. Si vous êtes attaché beaucoup au mode projet puis vous croyez dur comme fer. Mais gardez en tête que, c'est à prendre avec nuance. Il y a un petit bout humour, OK, on s'entend. Mais si effectivement ça vous fait réagir, là, je vais mettre mon chapeau de coach là, quand on fait du coaching, là, je vous invite à creuser ça. Creusez donc ça. Qu'est-ce qui vous a fait réagir? C'est quoi cette réaction-là que vous avez eue par rapport à ce que je vais dire? Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on s'empêche des fois de considérer une approche différente parce qu'on est trop attaché à un modèle ou à une perspective qu'on a puis avec laquelle on est à l'aise et on est confortable. Fait que si ça vous fait réagir, là, cherchez un peu, ouais, ça vient d'où ça, puis comment ça vient me toucher. Fait que je vous le dis tout de suite, ça vient pas de moi. Fait que là, je peux déjà comme rediriger vers quelqu'un d'autre. Mais je suis quand même d'accord avec ça. Les projets, c'est mal. Bon, c'est peut-être fort, là. Mais les projets, c'est mal. Pourquoi? Ben, j'en ai 3 points pourquoi les projets sont mal ou font du mal des fois aux organisations. Un, les projets, c'est des structures temporaires. OK, ça c'est correct, c'est pas tant un problème. Le problème, c'est les coûts pour démarrer ces projets-là, pour bâtir des équipes, pour colliger l'information, pour remonter son projet, puis créer un système qui va être performant pour livrer ce projet-là. C'est toutes des dépenses qui vont disparaître une fois que le projet va être terminé. Puis une fois qu'on va avoir une belle équipe performante, qui va avoir des acquis, quand le projet va se terminer, bien, ces équipes-là souvent sont scindées, puis ils sont redispatchés partout dans l'organisation. Fait que les acquis se perdent un peu, puis donc
Et ces investissements-là, surtout, sont à refaire, sont un peu à jeter aux poubelles. Le deuxième point, les projets sont égoïstes par nature. Par nature, le projet est là pour respecter ses coûts, qualité, délai. Ils vont protéger leurs engagements. Donc, puis ça reste aussi une optimisation relativement locale. Donc, c'est une optimisation locale en termes de gens, de ressources et d'argent. C'est-à-dire qu'on prend un bout de ce qu'on a dans l'organisation, puis c'est ça qu'on va améliorer. Puis des fois, on ne se donne pas le recul de regarder les autres projets autour, les impacts que ça peut avoir, parce qu'on a des engagements puis des dates à respecter. Puis, comme on le disait plus tôt, les projets sont en compétition entre eux, au sein d'une même organisation. Une compétition à l'intérieur d'une organisation, des fois, ça. Puis je disais tout à l'heure, quand on n'a pas la perspective du client, c'est souvent lui qui va payer en boucle. Puis ils sont souvent myopes, c'est-à-dire qu'ils voient un peu juste leur bout et au service de leurs propres intérêts. Fait que ça nourrit un peu le nous versus mon projet versus le tien. Si je suis à risque, je vais tout de suite laisser passer parce que c'est mieux pour l'organisation. Des fois, c'est plus je suis à risque, je suis imputable, je vais me battre pour faire avancer mon projet. Puis le dernier point, c'est les projets n'ont pas une approche systémique. C'est-à-dire, on ignore un peu l'approche systémique dans le sens, on ne va pas voir l'écosystème autour de nous, les impacts que ça peut avoir, les attaches que ça peut créer. Puis on ne met pas nécessairement le client en bout de ligne. Puis les projets créent des architectures aussi, puis des solutions qui sont souvent fragiles, puis sont plus difficiles à s'adapter en fonction de l'évolution, puis surtout dans une époque de changements disruptifs, des changements techno qui arrivent fréquents. Si je n'ai pas une architecture qui est malléable, qui est évolutive, qui est émergente, ben ça va me créer des problèmes parce que quand je vais vouloir faire évoluer ça, puis l'autre affaire, c'est souvent l'équipe projet, elle a créé l'architecture, puis c'est l'équipe d'entretien évolution qui va ramasser le truc après. Puis l'autre slide, c'est... oui? Y avait-tu une question? Tu m'as entendu? Oui. Oui, c'est deux choses à te dire. C'est Tom qui parle, en tout cas. Oui. La première, c'est qu'il n'y a pas eu de départ, dont ton disclaimer a fonctionné. C'est bon. Donc, et le deuxième, c'est Marie-André qui dit « Pas plutôt dû à une structure de gouvernance et un cadre normatif de projet mal défini ?» Ça peut être ça. On peut soit le voir, mettons, sur l'angle de on ne gère pas bien nos projets, puis si on les gérait bien, puis que les gens suivaient le cadre, ça irait bien, ou on pourrait adopter une autre approche. Fait que je ne veux pas rentrer dans un débat de qui a raison, qui a tort, là, mais moi, je propose plus comment on le regarderait différemment. Mais ça serait un point à débattre avec Marie-André. Donc, je vais continuer mon point sur les gens segmentés. Ce que ça crée, là, on disait, les projets amènent les gens au travail. OK, c'est quoi le problème? Les projets amènent les gens au travail, les produits, eux, vont amener le travail aux gens. La grosse différence, c'est quand je dis les projets amènent les gens au travail, c'est je vais prendre, on le voit dans mon petit dessin, je vais prendre un tiers d'une personne, on va parler en termes clairs, un tiers de JP d'une personne va sur le projet A, un tiers de JP sur le projet C, puis un tiers de JP sur le projet B. Puis quand j'additionne toutes mes JP, puis je regarde combien mon projet va me prendre de temps, ça arrive au bout, puis mes 3 projets vont livrer. Le problème, c'est qu'il y a un coût économique qui est invisible, qui est comme caché, on n'arrive pas à le saisir, puis c'est non négligeable, puis surtout imputé sur ce qu'on appelle le task switching. C'est passer d'un projet à l'autre. Des fois, c'est pas aussi simple qu'un tiers, un tiers, un tiers. Des fois, je dois faire des choix. Mettons, quoi de super concret, je suis sur 2 projets. J'ai une rencontre demain d'arrimage avec mon projet A, puis là, aujourd'hui, je suis avec le projet C. Finalement, ça prend plus de temps parce qu'on a découvert quelque chose dans le projet C. Puis là, il faut continuer à réfléchir. Ben, je n'irai pas à ma rencontre du projet A demain, puis je vais m'arrimer plus tard. Puis là, quand je m'arrime, ben, j'ai perdu les discussions, puis j'avais une information comprenez-vous, rapidement, là, on perd du temps. Puis ça, je pense pas que c'est possible d'évaluer ça puis de dire, OK, ça va arriver tant de pourcents de temps, puis on va mettre un buffer à notre projet, puis ça va compter pour ce coût-là qui est là, il est là. Puis les impacts que ça amène, ben, la performance déclinée, assurément. Si je passe d'un à l'autre trop souvent, ben, il y a quelque chose dans notre performance qui va partir. Je peux être démotivé aussi de ne pas pouvoir
des fois, quand tu as à faire des choix entre 2 ou 3 projets, de ne pas pouvoir dire hey, je ne pourrais pas te donner le meilleur de moi-même dans ce projet-là parce qu'il y a l'autre projet qui a des délais. Fait que je vais faire ce qu'il faut. Puis là, ce qui arrive, c'est mon engagement risque de glisser. Je peux même faire des choix qui vont affecter la qualité. Puis je peux peut-être prendre des mauvaises décisions parce que je dois partager mon temps. Donc, si on le revire de bord et on dit on n'amène pas les gens au travail, on va amener les travaux aux gens. Donc, on va prendre des équipes dédiées, stables, puis on va leur donner les compétences nécessaires sur tout le spectre de ce qu'a besoin une équipe produit pour faire ce qu'elle a à faire. Puis, eux, on va leur amener du travail. Puis, ils vont être à 100% sur ça. Fait que, tu sais, c'est un gros shift. Quand je dis on peut soit mieux faire nos projets ou on peut changer d'approche, ça, c'est le chemin que je vous parle là, c'est on change d'approche. Donc, je vous ramène la perspective. Donc, ce qu'on voit là-dedans, où je veux vous amener sur qu'est-ce qui creuse cet écart-là entre les deux perspectives, je pense que je n'ai parlé, là, c'est la grosse disruption amenée par les technologies. Les technologies qui émergent à tous les jours, là, dans notre époque actuelle, c'est juste normal, ça arrive constamment. Puis ce que ça fait, c'est pas juste, il ne faut pas juste le voir de notre point de vue, nous qui est en TI, puis qui font du code, puis des produits TI, puis on a des nouveaux outils, puis des nouvelles façons de faire pour faire ça. Il faut le voir aussi, et en fait, surtout du point de vue des clients, des gens dans le marché. Ces nouvelles technos-là amènent des nouvelles possibilités, amènent des nouveaux besoins, puis ça met de la pression sur les organisations d'être à la hauteur de ces nouvelles possibilités-là, parce que les attentes de leurs clients augmentent à mesure que les changements augmentent. Donc, les gens des TI sont très préoccupés pour rester pertinent, rester à jour. Partout où vous êtes, vous avez sûrement des trucs de projets où vous en avez eu, de passage à l'info nuagique, d'automatisation, d'intelligence artificielle. Donc, gérer ça, ça met une énorme pression sur les TI. Donc, ils ont beaucoup de préoccupations à gérer leur dette, la dette technologique que ça leur crée, qui fasse quelque chose, qui fasse rien, ça ne change rien au fait qu'il y a une dette qui se crée en arrière. Puis cette dette-là est en lien direct avec les possibilités que ça amène à des clients. Puis du côté affaires, c'est difficile à saisir de la dette technologique, puis de la techno, c'est complexe là, quand tu n'es pas là-dedans. Puis eux, ils ont une perspective de servir le client, puis les servir mieux, puis ils sont en contact direct avec les besoins qui émergent. Donc, eux, ils voudraient répondre à ces besoins-là. Puis quand ils se retournent vers les gens des TI, bien, les gens des TI voudraient bien, mais ils ont des trucs à faire pour ajuster leur quincaillerie, etc. Donc, ça alimente un peu. Puis les deux phrases qui reviennent parfois, c'est « Ah, les TI, du point de vue des affaires, là, ah, les TI sont déconnectés des affaires. » On leur parle de répondre à des besoins, d'améliorer les choses, puis ils nous disent « Ah, ça va être compliqué, ah, c'est difficile, on ne peut pas vraiment faire ça, ça va coûter cher. Donne-moi le temps d'organiser mes affaires, puis je vais pouvoir être fait. » C'est une discussion qui est difficile parfois. Puis les TI, c'est une boîte noire, je le disais un peu plus tôt. Là. On envoie quelque chose dans les TI, puis c'est long à revenir, ça a l'air compliqué, je ne comprends pas. Il me semble que c'est pas difficile ce que j'ai demandé. Mais parfois, ça peut être complexe, même si ça a l'air simple. Puis parlons un peu de dette techno. Là. Je salue mon collègue André qui m'avait pisté sur la loi de Martech, qui donne un peu un aperçu de ce que ça veut dire la dette techno, puis pourquoi on en accumule tant? C'est-tu parce qu'on gère mal notre techno ou c'est autre chose? Puis on voit la loi de Martech, elle met en opposition un peu le rythme des changements technologiques versus le rythme des changements d'une organisation. Donc, on voit que sans faire un cours de maths, là, techno, c'est exponentiel, le rythme à laquelle ça augmente. Puis les organisations cherchent à être un peu plus logarithmiques, plus lentes. T'sais. Une structure organisationnelle, des rôles et responsabilités. Bref, ce n'est pas des choses qui bougent relativement rapidement, dépendamment des organisations. Mais de la techno, ça bouge vite. Puis t'es rapidement désuet. Là. Je sais, moi, j'ai été développeur longtemps, puis quand j'ai arrêté d'être développeur, puis j'ai passé à un autre rôle, j'ai été presque automatiquement désuet. Et donc, l'agilité a essayé à un certain moment de répondre à ça, puis de donner de l'agilité à une organisation. Ça lui permet d'accélérer un peu, de rehausser le rythme des changements qu'on peut apporter, mais inévitablement,
Il y a un reset à quelque part qui doit se faire pour rattraper le changement techno. Puis les organisations doivent faire ce reset-là à quelque part. C'est difficile, mais le monde n'arrête pas de tourner parce que tu n'as pas le temps ou l'argent ou l'énergie pour adresser ta dette. Puis ça peut être soit par des réorganisations ou on appelle un spin-off. Des fois, on va se partir une organisation sur le side pour être plus hip, plus techno, plus à jour. Ou on va disparaître complètement. Fait que si vous regardez, mettons, le Fortune 500 actuellement, puis regardez Fortune 500 il y a 5 ans, 10 ans, puis faites des liens là, entre, OK, cette compagnie-là, je la trace dans la première liste, est-tu dans la deuxième? Oh, non, vous allez voir, vous allez avoir de la difficulté à les matcher les deux. Puis je trouvais ça, la tournure de phrase était intéressante. Là. Mettons, une compagnie peut avoir un reset parce qu'elle est détruite, elle disparaît, puis ses ressources sont réallouées à des organisations plus technologiquement modernes. C'est un peu la loi de la nature là, qui s'applique. Je ne veux pas être alarmiste, là, mais je veux juste dire, on n'a pas tant le choix d'opérer des changements parce que le monde tourne, puis les attentes des clientèles grandissent, puis la compétition ne nous attendra pas, la techno ne nous attendra pas. Donc, il faut opérer ces changements-là. Donc, le bouleversement techno, je pense que c'est une des raisons pour laquelle il y a un fossé entre les affaires et les TI. Si on regarde maintenant, on regarde un peu c'est quoi le mode projet, un peu j'ai dit un peu ce qui était reproché au mode projet. Maintenant, si on regarde le mode produit, j'ai essayé de formuler un petit modèle pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le mode produit. Donc, le mode produit requiert un changement dans les manières dont les idées sont financées, livrées, mesurées. Donc, d'un bout à l'autre de la chaîne, là, on n'a pas 8 heures ensemble, puis on n'est pas dans un atelier. Fait que, je ne peux pas aller super loin dans certains morceaux, dont les notions de financement, mettons. Mais assurément, la façon qu'on investit notre argent dans les organisations doit changer. La façon dont on livre de la valeur, puis la façon dont on mesure ce qu'on fait, ça doit assurément changer. Des indicateurs classiques dans la gestion de projet sont peut-être pertinents, mais plus suffisants aujourd'hui pour arriver à mesurer ce qu'on fait. Si on prend, mettons, un exemple d'un projet. J'ai un projet qui part d'un besoin. J'ai des clients, hein, puis ils me formulent des besoins, puis j'ai des étapes pour mener à une livraison, à quelque chose de nouveau, une amélioration ou un nouveau produit, un nouveau service. Je peux découper ça en étapes, livrer, faire mon plan, gérer comment je vais investir, dédier mes gens, puis ça marche super bien. Ça marche bien, sauf s'il y a ça. Puis je pense que c'est plus nécessairement à prouver qu'on est dans un monde où prendre des engagements à long terme, faire de gros investissements, faire des choix au moment où on a le moins d'informations possible, c'est-à-dire en début de projet, gérer des risques par la pression puis le suivi serré, ça a fait ses preuves que ça ne marchait pas complètement bien. C'est pour ça que l'agilité a amené un peu la même chose, mais à petite échelle. C'est de dire comment on peut prendre des plus petits investissements, comment on peut réduire le risque qu'on va prendre, comment on peut apprendre au fur et à mesure, puis se donner des mécanismes puis des moyens de s'ajuster au fur et à mesure. Pour ceux qui sont familiers avec l'agilité, je ne suis pas surpris de ça. Mais le mode produit, c'est un peu ça. C'est comment on peut découper plus finement, aligner les gens autour de ce qui génère de la valeur, aller chercher les compétences, l'ensemble des compétences qu'on a besoin pour livrer quelque chose. Donc, pour livrer quelque chose, je n'ai pas juste besoin de gens TI. L'ensemble des compétences, j'ai besoin de compétences en innovation, en stratégie, en apprentissage, en collection de données, puis oui, en TI, puis en livraison en continu. Et donc, comment je peux découper ces petits engagements-là, puis apprendre au fur et à mesure que j'avance, puis faire ça le plus longtemps possible. En fait, aussi longtemps avec des équipes stables et dédiées, aussi longtemps que j'ai un produit qui est viable, qui génère de la valeur, qui requiert, qui est requéri par des
tes clients qui sont prêts à payer puis à utiliser ce qu'on fait. Donc, c'est un peu un genre de shift. On voit que le projet, c'est un véhicule temporaire fixe dans le temps avec un engagement long, longtemps à l'avance. Alors qu'un mode produit, c'est dédié puis c'est en continu. Ça ne meurt jamais tant qu'il y a de la valeur à créer là. Puis si on regarde un peu mon collègue Mathieu qui avait proposé définition de ce que c'est un projet versus un produit. Un projet, c'est une entreprise économique temporaire initiée dans le but de produire un résultat unique pour un client. Donc, on va alimenter un projet avec la vision, les stratégies de l'organisation, des objectifs d'affaires, un financement, puis une planification. Puis on va passer à travers une série d'étapes pour livrer ce qu'on a à faire. Il y a un peu les mêmes leviers à l'intérieur du mode produit, mais pris un peu différemment. Un produit, c'est un bien ou un service virtuel ou matériel qui répond à un besoin évoluant en continu en fonction de sa pertinence et pour sa clientèle. Donc, on fait de la vision et de la stratégie à haut niveau. On a des objectifs d'affaires qu'on ajuste au fur et à mesure. On va chercher du financement, puis on fait de la planification. Mais tout ça va être alimenté par un cycle de livraison en mode produit, puis qui va se réajuster. Tous ces morceaux-là vont devoir avoir des mécanismes pour se réajuster au fur et à mesure. Gartner, en 2017, proposait un petit tableau qui compare un peu sur 4 angles différents, un peu le projet, produit. Le financement, projet classique, des cycles d'investissement annuels. En mode produit, on va être en mode de financement en continu, avec des checkpoints fréquents à courte portée. Mettons, on va donner l'exemple à 3 mois pour pouvoir faire des chiffres, des pivots que j'appellerais en financement puis en gens. Donc, si on voit qu'il y a encore de la valeur à créer là, ben, on va continuer d'investir là. Puis s'il n'y en a plus, ben, on va peut-être shifter notre investissement ailleurs, où est-ce qu'il y a de la valeur à créer. Les timelines sont des plans formels avec des dates de début et de fin prescrites. Puis en mode produit, on est en continu. Puis il n'y a pas de date de fin tant que le produit génère de la valeur. Les équipes en mode projet sont matricielles, avec des équipes fonctionnelles qui sont les propriétaires de ces ressources-là, si on veut, de ces gens-là, pardon, j'ai dit ressources. Puis dans le mode produit, on est en mode multidisciplinaire, donc on a des équipes qui sont, moi je peux dire, on bâtit une équipe de rêve pour livrer ce produit-là. De bout en bout, comme je disais, de l'innovation jusqu'à l'apprentissage, on a toutes les compétences nécessaires, puis on les dédie à cette équipe-là. Puis les métriques, ben, c'est des métriques classiques de temps et de coût délai porté en projet. Puis en mode produit, on va se mettre sur des métriques qui sont plus résultats d'affaires, résultats pour des clientèles, mettons de la satisfaction client. On va le voir un peu plus loin, là, je ne veux pas brûler mes punchs, mais des trucs qui sont business-centric puis aussi client-centric. Des résultats concrets pour nos parties prenantes. En mode produit, on va se centrer sur son client. Alors, je vais reciter Gartner en 10 points sur comment on est customer-centric, donc comment on est centré sur nos clientèles. Je vous invite à regarder ça à tête reposée plus tard, mais être proactif, être en écoute continue, être en feedback continu, partager des apprentissages avec les clients, tester des choses, être motiver nos employés pour rester engagés à livrer quelque chose pour ses clients, à créer de l'imputabilité en fonction de l'amélioration de l'expérience client. Fait que, on va se centrer sur comment on gère notre expérience client. On va utiliser des trucs, mettons, en expérience client, comme une carte d'empathie pour comprendre nos clientèles, comprendre nos segments, puis les regarder de différents angles. On va bâtir des propositions de valeur en fonction des produits et services qu'on offre, aligné sur nos clientèles, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher, puis on peut partir des parcours clients pour voir comment ils interagissent avec nous, c'est quoi les expériences qu'ils ont avec nous, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi les émotions qui viennent les chercher. Donc, c'est vraiment tout un principe de comment je peux mettre mon client au centre de ce que je fais, comment je peux comprendre mon client, répondre efficacement, puis adapter, améliorer de façon continue ce que je fais. Puis ça, c'est l'expérience client qui fait foi de ça, qui est au centre puis qui devrait alimenter les personnes qui sont en décisionnel sur ce qu'on va livrer, ce qu'on va prioriser, ce qu'on va choisir de faire.
Donc, l'expérience client, pour moi, est au cœur de la culture produit. Donc, puis au cœur de la culture produit, ben, c'est des équipes produits. Puis c'est quoi des équipes produits? Si on regarde un peu ça, dans mon exemple au départ, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je faisais le mode projet, il y avait un projet A qui était en orange, un projet B en vert, puis qu'il y avait des équipes d'entretien et d'évolution qui ont chacun leur structure de gouvernance, de financement, coordination, bref, chacun leur truc de leur côté. Alors, si on avait découvert que tous ces gens-là, toutes ces équipes-là étaient alignés sur les mêmes clients puis la même valeur qu'ils créent, pourquoi on ne les réunirait pas dans une équipe d'équipes pour dire, ben, vous faites partie d'un tout, puis au lieu d'avoir 4 sets de trucs de gouvernance, d'investissement, d'objectifs, puis de leadership, pourquoi on ne partagerait pas tous la même gouvernance, les mêmes objectifs, qu'on serait financé à travers le même véhicule financier, puis qu'on partagerait les propriétés, puis sur lesquelles on serait engagé de façon commune. Pourquoi on ne serait pas regroupé et aligné en mode produit avec, comme je disais, des objectifs communs, des engagements communs, un responsable de produit ou une équipe de responsables de produits pour ce produit-là, une structure de gouvernance, puis tout le monde cadencé, synchronisé, puis avoir des mécanismes pour rester aligné, puis se réajuster tout le monde ensemble. Donc, c'est quoi les compétences d'une équipe produit? Bon, je vais essayer de vous tracer ça à travers 5 petits cycles. Puis je disais tout à l'heure, on veut traiter ça là, de bout en bout, là, de l'innovation jusqu'à l'apprentissage. La première chose qu'une équipe produit doit pouvoir faire, donc dans ses compétences, puis dans ce sur quoi elle travaille, c'est de pouvoir faire de l'innovation. Pouvoir apprendre de leurs clients, puis pouvoir essayer des choses, essayer de créer des idées, essayer de créer comme je dis, des idées, puis alimenter une partie qui est stratégique. Donc, à quelque part dans les compétences d'une équipe produit, on doit pouvoir faire de la stratégie. Puis la stratégie, c'est quoi essentiellement? C'est de transformer des idées en opportunités d'affaires. Dire, cette idée-là, il y a quelque chose derrière ça, comment on peut transformer ça en opportunité d'affaires, créer de la valeur pour notre organisation, puis créer de la valeur pour nos clients. Puis transformer des opportunités d'affaires en livrables, ben ça, c'est des cycles de livraison. Puis ça, c'est le bout, je pense qu'en agilité, on est relativement à maturité dans les organisations d'aujourd'hui. On a compris que ce bout-là, le faire en agile, c'est absolument fantastique. Puis une fois qu'on a un livrable, quelque chose de concret qu'on peut donner à nos clients, à nos utilisateurs, ben on met ça en opération, puis on va apprendre de ça. Donc, on va avoir des façons de retirer des données clients, des données d'utilisation, de la télémétrie pour apprendre comment les gens utilisent ça, puis entrer ça dans un cycle d'apprentissage, hein, puis faire de l'expérience client pour aller transformer ces données-là, puis ce contact-là, puis ce rapprochement-là avec nos clients pour avoir du feedback client, pour réalimenter notre cycle d'innovation. Bref, il faut voir ces équipes-là comme des équipes qui sont capables de faire un peu de tout ça et pas juste faire du Lean, de l'Agile, du DevOps, puis de la livraison en continu, mais faire l'ensemble de ce cycle-là, puis de prendre en charge un produit face à une clientèle. Puis si on regarde en détail qu'est-ce que ça peut être d'innovation, ben, puis là, c'est pas exhaustif, c'est des exemples, on s'entend. Là. En innovation, je peux faire des ateliers de design thinking pour réfléchir à comment je pourrais avoir des idées, comment je peux être innovant dans ce qu'on fait. Je peux voir les technos émergentes, comment l'intelligence artificielle, comment le blockchain peut m'influencer, comment je peux l'utiliser. Donc, ça rentre dans des cycles d'innovation. Puis relier ça à, ben, je réfléchis à ces choses-là parce que par le feedback client que j'ai de mes clientèles, ben, j'ai des idées qui peuvent émerger. La stratégie, c'est de la gestion de portefeuille. Comment je peux faire ma gestion de portefeuille de produits ou gestion de portefeuille de chaîne de valeur. Puis comment je peux travailler en conception, en mode MVP, en mode là, Minimal Viable Product, avec des dossiers d'affaires en mode allégé, quelque chose qui me permet d'être responsive, mais qui me permet aussi d'être structuré pour avoir des opportunités d'affaires qui font du sens. Bout livraison, j'en ai parlé, hein, c'est là qu'on voit l'agilité puis le DevOps beaucoup. J'ai mis dans le bout opération, l'intelligence d'affaires, le data, les données, comprendre comment extraire ces données-là, comment les interpréter, quelles données aller les chercher. Donc, c'est beaucoup dans l'intelligence d'affaires pour moi. Puis, son meilleur ami à l'intelligence d'affaires, c'est l'analytique de données. Donc, comment je peux en tirer des conclusions, comment je peux apprendre de ça, puis comment je peux utiliser mes processus d'expérience client pour arriver à faire ça. Si je vous donne de quoi de concret, mettons qu'on part d'une équipe là,
À gauche, j'ai mon équipe en jaune, mon équipe produit, c'est une équipe d'équipe, il y a des compétences là, en innovation, stratégie, livraison, opération, apprentissage là-dedans. Puis je choisis d'investir ma capacité de cette équipe-là avec, mettons, le pie chart, ça représente, là, je mets tant de mon investissement en livraison, tant de mon investissement en stratégie. Puis là, je dis, ben, on a une fenêtre là, de 1 mois ou de 3 mois, puis voici les priorités sur lesquelles on veut travailler, puis on donne ça à l'équipe. Fait que là, on pourrait voir concrètement, là, mettons, un partenariat entre une équipe de développement puis une équipe de projet, d'analyse d'affaires qui travaille sur un prototype d'un chatbot parce que dans ce produit-là, là, il y a, il y a un enjeu sur le support à la clientèle. On a beaucoup d'appels au service à la clientèle, puis on se rend compte que peut-être qu'un chatbot, ça pourrait nous aider à aider nos clients. Ça serait facilitant parce qu'ils ont souvent des questions qui pourraient se répondre de façon très, très simple. Puis, mais on ne sait pas trop si chez nous, dans notre environnement techno, là, un chatbot, ça marcherait. Ça marche comment? On n'a jamais fait ça. On veut le tester. Fait qu'on a un laboratoire d'innovation. Puis les équipes vont travailler là-dessus dans le prochain mois, dans le prochain 3 mois. Sur un prototype d'un chatbot. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a une orientation, mettons qu'on est au gouvernement, une orientation là, de passer au blockchain puis d'essayer d'évaluer comment on peut utiliser le blockchain dans nos systèmes, dans nos infrastructures. Puis et donc, on va faire des ateliers sur comment on peut réutiliser ça, le blockchain. Fait qu'il y a des gens, là, mettons, dans une organisation, je ne sais pas moi, d'architecture d'entreprise, puis des gens d'affaires qui vont travailler ensemble pour voir comment on fait du sens avec ça, puis comment on peut utiliser le blockchain. Fait que ça, c'est un engagement d'une équipe produit. La deuxième partie de l'engagement, c'est on fait de la stratégie, donc on veut monter des opportunités d'affaires. Fait qu'on va faire un dossier d'affaires en mode MVP sur les 3 prochaines fonctionnalités qui s'en viennent là, dans le prochain cycle. Fait que là, on a nos gens d'affaires qui sont en train de réfléchir à ça, puis en même temps, ils font de l'optimisation de processus. Parce que tant qu'à passer par ce chemin-là, on va optimiser un de nos processus, puis on va mettre ça en œuvre. Dans le bout livraison, les équipes de livraison travaillent avec les équipes affaires pour livrer des fonctionnalités de reporting, puis mettons, faire du passage d'un service de paiement dans les containers. Puis là, j'ai l'air super crédible en affaires, mais je connais rien là-dedans. Mais je sais que ça, c'est adresser de la dette techno, puis on a décidé de passer dans des services en mode container. Fait que là, on en profite pour upgrader un de nos services à nous, puis de faire ça. Puis en mode opération, là, on a des équipes qui sont en support sur ce qui est en production actuellement. Donc, suite à la dernière livraison, il y a une partie de la capacité de l'équipe qui ont décidé de s'engager à supporter la livraison qu'ils ont fait. Puis, on travaille avec une équipe d'intelligence d'affaires sur de l'extraction de données parce qu'on a mis de la télémétrie d'utilisation dans notre produit. Là, puis là, on va faire de l'extraction de données. Ça, c'est un autre engagement de l'équipe produit. Puis le dernier engagement, c'est sur le volet apprentissage. On a une équipe d'expérience client qui travaille avec nous, là, puis ils nous ont aidé à avoir une série d'entrevues, nos formulaires d'entrevue là, pour aller chercher vraiment les bonnes questions, puis vraiment aller chercher le bon feedback. Puis on va se taper 3 focus group avec des utilisateurs, puis on va faire une série d'entrevues sur un aspect précis de notre produit. Puis en même temps, avec l'équipe d'expérience client, on va faire la mise à jour de nos parcours clients parce qu'il y a un de nos personas qui a évolué, puis on a compris des choses avec les derniers mois qui se sont passés, puis on est en train de le mettre à jour, puis ça va influencer là, nos prochains livraisons. Fait que là, vous voyez là, de quoi ça a l'air, le carnet de produits d'une équipe produit qui passe de l'innovation à l'apprentissage. Fait qu'après, mettons, 3 mois, là, eux autres, ils ne vont pas juste livrer du nouveau code en prod. Ils vont livrer un prototype, un MVP. Ils vont faire une livraison, oui, de nouveaux codes en prod. Ils vont avoir des données d'utilisation puis du feedback client. Puis tout ça va alimenter nos prochaines décisions, ce qu'on va faire, ce qu'on choisit de mettre de côté, puis les investissements qu'on pense continuer à faire dans les prochains mois. Fait que ça a l'air d'un exemple concret de ce que c'est une équipe produit. L'autre truc, c'est comment je fais pour savoir es-tu performante, mon équipe? Qu'est-ce que je mesure? Qu'est-ce qui serait bon de mesurer pour savoir si mon équipe produit est performante? Tu sais, de la performance, là, moi, je le vois sur 2 aspects. Puis là, ça, je ne l'ai pas mis le lien, je vais le rajouter plus tard. Ça vient du livre, encore une fois, de Project to Product de Mick Kirsten, qui regarde la performance sur 2 volets. Il y a un volet sur vraiment les métriques, c'est-à-dire vélocité, efficience, délai, charge. C'est quoi la vitesse à laquelle je suis capable de transformer une idée de l'innovation jusqu'à un feedback, un apprentissage que je vais en faire. Ça prend combien de temps de faire ça? Donc, c'est quoi mon efficience à travers ces étapes-là? Combien de temps je passe à
vraiment faire avancer les choses, puis combien de temps je passe à ce que mes dossiers attendent d'une approbation, attendent de passer à la prochaine étape, puis c'est quoi la charge de mes équipes actuellement. Fait que ça, c'est le volet très, comment je pourrais dire, très technique, c'est comme un tableau de bord, là, mais ça ne me donne pas d'idée sur c'est quoi la valeur que je crée, c'est quoi la qualité que je crée, mes gens sont satisfaits, etc. Fait qu'il y a un autre volet qui est plus sur sur le résultat. C'est quoi la valeur que j'ai réussi à créer avec ce que j'ai réussi à amener jusqu'au bout de mon processus? C'est quoi les coûts que j'ai améliorés? Des fois, j'ai des coûts d'opération pour opérer, mettons, un produit. J'ai-tu réussi à baisser mes coûts d'opération? C'est quoi la qualité? Elle a l'air de quoi ma qualité? Quand j'ai des choses en production. Puis le dernier, je le trouve super intéressant parce qu'il est souvent mis de côté, je trouve, dans des tableaux de bord, de gouvernance. On ne suit pas tant ça. Le bonheur. Le bonheur de ces gens-là, dans ces équipes-là, il est comment? Si tous mes autres indicateurs sont au top, là, ça a l'air à livrer tempête, ça a l'air extraordinaire. Puis celui du bonheur, il est dans le tapis parce que, mais pourquoi ça livre tempête? Parce que les gens ils se tuent à la job, ils font de l'overtime, puis ils ne voient plus leur famille. Puis peut-être qu'en ce moment, tout est ouvert, puis ça a l'air tempête, mais dans les prochains mois, on va peut-être avoir des départs, on va peut-être avoir une perte de performance parce que les gens vont être brûlés. Bref, je trouve que c'est intéressant de noter qu'il y a quelque chose à suivre sur comment ils sentent les gens à l'intérieur de ces équipes-là. Puis pour voir comment on peut améliorer ce système-là, bien, il faut mapper un peu qu'est-ce que c'est qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi les étapes, les livrables, les systèmes, les gens, les équipes qui interagissent, puis c'est quoi les liens qui les unissent. Il ne faut pas le voir très... Tu sais, là, quand je la faisais, celle-là, je me disais, elle fait un peu étape A, B, C, D, E. Alors que dans les faits, c'est pas tant ça. Ça a plus l'air d'un réseau de nœuds interconnectés. Fait que si on essaie de mapper ça, si on fait un value stream map, on essaie de mapper c'est quoi les liens, c'est quoi les étapes, c'est quoi les équipes, c'est qui est impliqué. On va avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce que je peux améliorer. Puis là, je faisais mon point tout à l'heure, peut-être qu'en regardant le bout en bout, je vais voir c'est quoi les améliorations que j'ai à faire, puis je vais me rendre compte, c'est peut-être pas de passer mes gens en livraison en continu puis faire du DevOps, qui est ma première option. C'est peut-être de travailler sur mon innovation, un bout de ma stratégie, puis de travailler plus sur comment je génère mes apprentissages. Parce que c'est vrai que si je deviens super bon et efficace à livrer, mais que je livre pas la bonne affaire, je vais juste comme livrer super vite et efficacement la mauvaise affaire. Peut-être que j'aimerais mieux commencer par un autre chemin. Peut-être que on peut avoir d'autres conclusions dans des contextes. Dire, clairement, là, nous autres, ça nous prend un pipeline de livraison en continu. Donc, bref, ce que je dis, c'est regardons-le de façon systémique, identifions où est-ce qu'on a des pistes d'amélioration, puis essayons de voir comment on peut prendre la meilleure décision, de dire c'est là qu'on va agir ou c'est là qu'on va agir. Bref, maintenant, je vais vous parler un peu de livrer en mode produit. Qu'est-ce que ça veut dire livrer en mode produit? Bien, livrer en mode agile, c'est des équipes agiles, du Scrum, du Kanban. C'est des principes de l'agilité derrière la livraison. Mais livrer avec plusieurs équipes qui interagissent les unes avec les autres, ça a l'air de quoi? Mettons, ça part on a des objectifs communs, on a un carnet de produits commun pour l'ensemble de ces équipes-là, puis on va se faire une planif à l'échelle, ou un big room planning, ou on va voir après, on va regarder vite des frameworks. Là, il y a là plein des frameworks, puis ils ont toutes leurs versions de c'est quoi une planif à plusieurs équipes. Donc, on planifie tout le monde ensemble, puis on se dit c'est quoi mon bout là-dedans? On a les mêmes objectifs, mais moi, mon équipe, ça, c'est notre mission, ça, c'est nos compétences. Qu'est-ce que nous, on va aller chercher là-dedans pour accomplir nos objectifs communs? Puis, on va livrer, oui, en mode agile, puis fréquemment, puis avec les principes d'agilité, puis que ce soit en Scrum ou en Kanban ou en whatever ce que vous voulez faire. Vous voulez faire du XP comme dans le bon vieux temps, faites du XP comme dans le bon vieux temps. Puis comme on est un tout à l'intérieur, on est plusieurs petits morceaux à l'intérieur d'un tout, on va faire de l'intégration fréquemment. On va travailler ensemble, puis parce qu'on travaille pour un même produit. Puis on va faire ça en cadence. Donc, on va essayer de trouver des points où est-ce qu'on peut synchroniser. Puis encore une fois, dans les frameworks qu'il y a sur le marché, vous avez plein d'options sur comment je gère l'intégration, comment je gère le multi-équipe, comment je fais de la synchronisation inter-équipe, c'est quoi les rôles et responsabilités que tous et chacun de ces frameworks-là proposent.
je vous laisse aller fouiller là-dedans. Puis, ben, ces petits incréments-là, puis ces petites intégrations-là vont finir par produire quelque chose. Puis, on va toujours se garder, il y a toujours avoir des mécanismes de synchronisation à quelque part au niveau de l'équipe produit pour garder un peu le focus sur l'alignement à travers des objectifs communs qu'on a. Puis, à l'intérieur de ces équipes produits-là, qu'est-ce qu'on livre? Bien, on livre ce qu'on a vu tantôt. On livre autant de l'innovation, de la stratégie, de la livraison, des opérations puis de l'apprentissage. Donc, on livre toutes ces choses-là. Puis c'est ça qu'on produit à la fin. Pas juste le nouveau produit en prod, mais les prochains gestes qui s'en viennent, les prochaines idées qu'on veut chercher, le prochain feedback qu'on va avoir. Puis bon, je passe sur les frameworks, mais bon, sur le marché, tout le monde a son framework. Fait que LESS, c'est un framework d'agilité à l'échelle qui vous montre comment faire travailler des équipes agiles les unes avec les autres, qui a des concerns très livraison. Nexus, c'est Scrum.org, il y a Scrum at Scale, DAD, puis Safe qui est pas juste sur le bout livraison, mais qui est sur l'ensemble de la chaîne de valeur, qui parle de la gestion de portefeuille. Fait que bref, il y en a pour les fous pour les fins. Ce que je voulais dire là-dedans, c'est qu'il y a des façons de voir ces choses-là, mais je pense que les principes que j'ai mis là, relativement de base, restent les mêmes à travers des trucs comme LESS, Scrum at Scale, Nexus, puis Safe. Puis quand je parle des... C'est drôle, j'ai eu une rencontre il y a quelques mois avec un comité de gestion, puis une des gestionnaires, elle me dit, ben honnêtement, Nicolas, je comprends pas tout ce que tu dis, mais il y a de quoi qui vient de popper dans ma tête, puis c'est... Pourquoi t'as pas fini? T'avais fini à 6 Bien sûr, je suis à la maison avec mes enfants. C'était la pause santé. Oui, c'était mon time box. Mais, c'est ça. Il a popé trop vite. Fait que, bref, ce que je disais, c'est que j'étais avec la directrice, une directrice générale, puis elle me dit, je comprends pas tout, mais il y a une chose que je comprends, c'est que ça m'apparaît être une équipe produit, ça m'apparaît être un silo. Puis moi, je me fais beaucoup dire, il faut briser les silos. Puis ce que j'ai répondu à cette directrice-là, j'ai dit, ben oui, c'est des silos. Mais est-ce que les silos, c'est mal? Dans certains cas, oui, c'est mal. Quand on le prend dans un angle, mettons, quand on revient au début de ma présentation, l'organisation est en mode traditionnel, puis elle découpe son organisation en silos fonctionnels. Je pense que c'est un exemple de silo qui est mal. Mais on va essayer de voir par un petit peu de métaphore comment est-ce qu'un silo pourrait être bien. Je ne sais pas si c'est des fans du Tour de France. Je ne suis pas un gros fan de cyclisme, là, mais j'aime ça à l'occasion. Puis je trouvais que la métaphore marchait bien dans ce cas-là. Tour de France, il y a deux types d'épreuves. Hein. Il y a des épreuves individuelles, puis il y a des épreuves par équipe. Les épreuves individuelles, qu'est-ce que c'est? Ben, je suis tout seul. Je suis tout seul pourquoi? Parce que ce que je veux accomplir, c'est d'aller du point A au point B le plus rapidement possible. Donc, je vais faire, puis là, les gars ils ont des vélos du futur avec des casques profilés. Bref, ils ont mis tout en œuvre pour être le plus efficace possible et performant. Parce que leur enjeu à eux, c'est la vitesse, puis la fluidité, puis la vélocité. Mais quand il faut qu'ils grimpent dans les montagnes, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, c'est plus long à réaliser, puis c'est pas quelque chose qu'on peut accomplir tout seul. On a besoin d'aide de gens, puis on a besoin de collaborer, puis d'avoir des mécaniques de collaboration pour arriver à passer à travers une épreuve qui est peut-être plus grande qu'une seule partie de l'équipe. Donc, quand on est en mode équipe produit, puis qu'on veut livrer la valeur, donc on va avoir du flow de valeur pour être efficace. Là, on va être en mode silo. Donc, c'est pour ça que je dis on va avoir toutes les compétences nécessaires, tous les outils nécessaires pour arriver à avoir le moins possible besoin des gens à côté de nous pour être le plus efficace possible à livrer la valeur. Mais dans une organisation, on ne veut pas agir tout seul, puis, parce qu'il va y avoir un peu un désalignement. On a des objectifs communs, on a une vision commune de où on va amener une organisation. Donc, il y a d'autres moments où on va être un peu plus aligné. Donc, c'est là que de la gouvernance prend tout son sens dans un mode produit, dans le sens de elle est là pour donner la vision, les grands objectifs, les grandes stratégies, puis s'assurer que tout le monde y adhère, puis s'assurer que tout le monde est aligné là-dedans. Puis on va mettre en place des mécanismes, mettons, transversaux. Là, je donne un exemple qui est les communautés de pratique pour garder tout le monde aligné, puis tout le monde compétent, puis en développement de compétences au niveau organisationnel. Fait que ça, c'est le bout. Des fois, je vais être tout seul pour être efficace et rapide et véloce, puis des fois, je vais être en groupe pour grandir, pour rester aligné, puis pour accomplir une vision, puis des grands objectifs qui nous unissent. Donc, on veut, en conclusion, vous voyez, mon fils, il n'est pas arrivé
tant que ça en avance. En conclusion, si on revient sur les deux perspectives, peut-être que mon intention de parler de culture produit puis du mode produit, c'était de dire comment on peut utiliser cette perspective-là, puis développer la même perspective qui est la perspective de mettre le client au centre de nos préoccupations, puis que tant à faire que TI, on est au centre, on a notre client à cœur, puis au centre de ce qu'on fait, puis notre spécialité, puis nos enjeux doivent être au service de ces gens-là. Je voulais vous dire merci d'avoir été là. Puis je voulais vous souhaiter de rester en santé. Je pense que c'est important ces temps-ci qu'on se le souhaite. C'est comme le 1er janvier, là, bonne santé, restez en santé. Voilà. Fait que si vous avez des questions, je suis disponible. Merci Nicolas. C'était très, très intéressant comme toujours. Et effectivement, il y avait de nouvelles slides et ton fils était très bon timebox. Hein. Mais il était pas pire, il était juste 2-3 minutes en avant. Non, c'est à cause de moi, c'est à cause de mon intro, elle était trop longue. Oui, c'est ça. Oui, mais tu as raconté toute l'expérience de Nicolas. Là. C'est pour ça. Pendant un moment, il y avait des questions, une question qui a tourné, mais justement, les personnes ont répondu à eux-mêmes. Il y a une suggestion pratique. Comment on fait ça en mode virtuel, une salle de design, par exemple? Oui, c'est des excellentes questions. Puis oui, mais je l'ai vu passer, les gens sont bien à parler de Miro. Mais écoutez, il existe des outils. C'est sûr que des fois, c'est difficile. On n'a pas nécessairement les budgets, on n'a pas accès à ces outils-là. Mais définitivement, puis moi, je le vis comme vous, là, puis je le découvre aussi. J'avais des craintes au départ, là, mais arriver à faire, justement, parce que ça demande de la collaboration, ça demande de faire des ateliers de travail, ça demande de partager des choses, puis de travailler ensemble. Puis il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux whiteboard dans une salle avec des gens présents. Mais ça, c'est pas possible maintenant, on s'entend. Mais honnêtement, il y a des outils qui existent. Je ne vais pas faire de la pub pour Miro, j'ai pas de part dans la compagnie, mais Miro, c'est un exemple, Mural, c'est un autre exemple. Il existe vraiment des beaux outils. Fait qu'explorer, puis essayer des choses. Je pense qu'on est à essayer des trucs. Voilà. Fait que, mais écoutez, il y a un vote dans le chat aussi, le rôti dont Hachem avait parlé au début de la conférence, si vous voulez prendre le 2 secondes pour répondre. Oui, puis n'hésitez pas, nicolas.mercier@cgi.com, ça existe, vous pouvez me contacter là. LinkedIn, ça existe aussi. Bref, je suis toujours disponible. Mes valeureux collègues du Centre d'excellence agile, le CGI aussi. Là, fait que n'hésitez pas à me poser des questions, même par après. Et vous, merci beaucoup. Effectivement, donc du coup, s'il y a d'autres questions, je suis en train de regarder le chat au cas où, c'est à peu près. Mais donc, n'hésitez pas à nous suivre sur le Eventbrite. Effectivement, il y a d'autres présentations qui vont se faire. Il y a d'autres formations aussi qui se font. Donc, restez à l'affût. Donc, restez abonnés à Eventbrite et d'avoir toutes nos formations, toutes nos présentations en ligne. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Valérie, Nicolas? Non, merci à tout le monde. Merci à Nicolas. Oui, c'est ça. Je pense que les gens ont mérité leur souper pour ceux qui n'ont pas soupé. On se reparlera un autre moment. C'est beau. Merci à tous et à la prochaine. Merci. Bye.